Allez, on va pas se fâcher. Premier débat aujourd'hui, alimenté notamment, mais pas seulement, par le Rassemblement national qui affirme encore cette semaine que les comptes publics sont les grands gagnants de la hausse des prix à la pompe du fait de l'essence. On rappelle que le gazole, et vous le savez tous, a pris entre 40 et 50 centimes et l'essence 25 sur ces dernières semaines. L'État se comporte comme un profiteur de crise, nous dit Marine Le Pen. Posture politique où il y a vraiment des recettes indues? Non, mais c'est tellement faux que c'est à la limite scandaleux, puisque effectivement, à court terme, dans les premiers jours, il y a des petites recettes fiscales supplémentaires, mais ça va induire un ralentissement de l'économie, donc une augmentation des prestations sociales, une réduction des recettes d'impôt sur les sociétés. On a eu depuis 1974 plusieurs épisodes de hausse rapide des prix du pétrole. Sur la durée, ça coûte extrêmement cher à l'État. Et par ailleurs, il y a un autre élément qu'on ne peut pas ignorer, même si on n'est pas un fanatique de l'écologie, il faut quand même basculer en partie les transports sur l'électrique. Et nous avons un atout extraordinaire en France, on a un surplus d'électricité dont on ne sait quoi faire, alors qu'on doit importer le pétrole et le gaz. Donc, évidemment, si ça devait durer 2 ans, c'est autre chose, mais pendant quelques semaines, une piqûre de rappel à l'ensemble des acteurs sur le fait que finalement, le basculement vers l'électrique est une bonne idée, c'est une excellente chose. Xavier, les taxes, c'est 50% du prix de l'essence. Est-ce qu'on sait combien l'État a engrangé depuis le début de mars, en plus de sous-sous, du fait de la flambée des prix à la pompe? Est-ce qu'il y a des recettes fiscales supplémentaires à court terme? Alors, c'est pas tout à fait sûr qu'il y ait des recettes fiscales supplémentaires à court terme. En fait, le point est que parmi les recettes fiscales de l'État sur les carburants, il y a de la TVA. Donc, un peu mécaniquement, quand le prix du carburant augmente, ben, ça augmente la TVA. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, hein, 45 centimes de plus sur le diesel, ça représente à peu près quelque chose comme 8 centimes de plus de TVA par litre de diesel vendu. Donc on pourrait se dire, ah bah oui, il y a ces 8 centimes en plus de TVA, donc ça c'est quand même une hausse assez significative de la fiscalité. Mais il faut jamais oublier que quand même, quand il y a une hausse des prix, il y a toujours une baisse des volumes qui sont vendus. On ne sait pas exactement combien, mais même avec une élasticité assez faible, ben, ça a quand même un impact assez fort, en particulier sur les recettes fiscales, parce que sur un litre de gazole, en gros, tout compris, l'État perçoit à peu près 1 € de taxe. Donc, vous voyez, il y a d'un côté 8 centimes de TVA en plus sur un litre vendu, mais il y a 1 € de moins en moins chaque fois qu'il y a un litre en moins d'essence qui est vendu. Et donc, même avec une toute petite élasticité des volumes, de nombre de litres vendus au prix, ben, en fait, cette petite diminution des volumes fait que les recettes fiscales de l'État sur les carburants diminuent. Et ça, c'est sans compter 2 choses qui sont les pertes de recettes fiscales qu'évoquait Christian, en général, une fois que le choc se diffuse et ralentit l'économie. Et puis d'autre part, et il ne faut pas oublier que l'État garantit des revenus en cas de choc pétrolier à un certain nombre de gens, que ce soit les retraités, ceux qui bénéficient de prestations, ceux qui bénéficient du chômage, mais aussi un certain nombre de fonctionnaires, en particulier ceux qui sont au bas de l'échelle des revenus. C'est aussi vrai d'ailleurs pour les salariés qui sont au SMIC. Donc là, c'est pas l'État qui les garantit. Xavier, juste, donc l'État n'est pas profiteur de crise, il n'y a pas de pactole. C'est pas que l'État n'est pas profiteur de crise, et Christian a tout à fait raison de dire que c'est scandaleux, parce que en fait, une augmentation du prix du pétrole coûte à l'État. Donc la dernière fois qu'on a eu une augmentation du coût de l'énergie, je vous rappelle, c'était en 2022, la perte d'activité sur l'ensemble de l'économie, ça a été 3% de PIB. Et tous les pays européens sont sortis de cette crise énergétique avec des déficits très largement augmentés. Donc les traités de profiteurs de crise à ce moment-là, c'est à la fois faux sur le plan factuel, mais c'est aussi dangereux parce que, en fait, au contraire, dans un choc pétrolier, ce qui se passe, c'est que les finances publiques sont dégradées. Et un peu moins. On a appris ce matin que c'était un peu moins. Déficit public 2025, c'est 5,1% au lieu des 5,4%
Donc ils sont dégradés, mais un peu moins. Oui, enfin, ça c'était avant le choc de Golfe. Juste, les amis, Serge Papin, ministre du Commerce, qui dit que ce sont les pays producteurs de pétrole qui, eux, profitent de la hausse des prix. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Et puis il y a aussi les raffineurs, les distributeurs qui s'en mettent plein les poches aujourd'hui avec cette hausse des carburants. Christian? Il y a deux pays qui sont les principaux bénéficiaires à court terme. Ce sont la Russie et les États-Unis eux-mêmes. Les États-Unis sont les premiers producteurs mondiaux de pétrole et de gaz. Donc ils bénéficient à fond de la remontée des prix. Évidemment, les producteurs d'Afrique, comme le Nigeria et autres, en bénéficient également. C'est plus compliqué d'analyser pour les pays autour du Golfe, y compris l'Arabie Saoudite, parce que les volumes qu'on peut sortir chutent fortement. Et la principale victime, c'est l'Asie, évidemment, l'Europe en partie, mais l'Asie qui est extrêmement consommatrice de pétrole et de gaz. Notamment du Moyen-Orient. Notamment la Chine et l'Inde. Donc, on a presque, si on laisse de côté l'Europe, on a deux grands gagnants, la Russie et les États-Unis, deux grands perdants, ce sont la Chine et l'Inde. Mais au global, la question centrale, mais quand on va surtout sûrement débattre, c'est la durée. Parce que si, effectivement, dans 3 semaines, les flux de pétrole repartent et si on revient à $80 le baril, au mois de juin, on pensera uniquement aux vacances. Maintenant, si on a un épisode aggravé à $150, là, je pense que c'est un exercice différent. Xavier, les raffineurs, donc les pays producteurs, on a cité ceux qui en profitent, sauf si vous avez autre chose à dire là-dessus, mais sur les distributeurs, les raffineurs, qui en profitent? C'est très difficile de savoir, quand on regarde l'évolution du prix de l'essence en France, par exemple, ces derniers jours, on s'aperçoit que sur l'essence sans plomb, le SP95 ou le SP98, les augmentations de prix sont relativement modérées par rapport à l'augmentation de la matière première. Donc il y a à peu près 40% d'augmentation du prix du pétrole au jour d'aujourd'hui, et il y a quelque chose comme 20% d'augmentation du prix de l'essence, un peu moins pour le sans-plomb. Par contre, sur le diesel, on observe qu'il y a une augmentation de un peu plus de 30%. Donc s'il fallait pointer quelque chose, il y a eu plutôt probablement une absorption par les marges en ce qui concerne le sans-plomb. Donc les raffineurs, les distributeurs sont plutôt perdants dans l'histoire, sauf pour le diesel, qui, je vous rappelle, est en France plutôt importé des pays voisins européens, parce qu'on a peu de capacité de raffinage en diesel. Et là, il y a une augmentation qui est assez forte du diesel, avec probablement ce que ça veut dire des marges que j'imagine plutôt dans la raffinerie que dans la distribution. Pour compléter ce que dit Xavier, il y a un problème structurel, c'est qu'on a fermé énormément de raffineries en France depuis 30 ans. On en a fermé au moins 3 grosses. Xavier vient de rappeler que le gazole, effectivement, on l'importe. Donc, il y a aussi une réflexion de moyen terme sur l'industrie pétrochimique qui, à cause d'une mauvaise image, a été très fortement impacté depuis 30 ans. Il faut qu'on ait une réflexion. On doit aller vers l'électrique globalement à l'horizon de 10 ans, mais il faut être totalement clair sur le fait qu'on va avoir besoin de gaz et de pétrole pendant les 20 prochaines années. Et ça, ce n'est pas intégré dans la réflexion de politique stratégique.